On a choisi ce thème du Nil, enjeu stratégique, parce que c'est un bassin dont on va parler ce soir qui revient sous les feux de l'actualité. Alors c'est en même temps un mélange, c'est un fleuve dont l'histoire emprunte au temps très très long de l'histoire, et en même temps il y a aujourd'hui une actualité nouvelle sur cette région, sur ce bassin. C'est surtout cet aspect-là évidemment qu'on va regarder au plus près. Alors le Nil, pour introduire quelques mots, pour se redire des choses que vous savez sans doute, c'est beaucoup de géographie et beaucoup d'histoire. Beaucoup de géographie parce qu'on estime à peu près que le cours du Nil, c'est 6700 km avec quelques variations possibles. Et le bassin versant, c'est 3,4 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire plus de 6 fois la France, ce qui est assez considérable. Je crois qu'il faut avoir ces chiffres présents à l'esprit, enfin ces données-là. En même temps, donc c'est de grands espaces, et en même temps, quand on regarde un pays comme l'Égypte, parce que c'est ce pays-là qu'on va regarder peut-être un peu plus, encore que, il ne faut pas s'arrêter là, mais on va peut-être commencer sur l'Égypte parce que c'est celui qui a historiquement été celui qui a le plus profité des usages du Nil. Mais ce n'est pas pour perdre de vue les autres qui aujourd'hui donc souhaitent utiliser les eaux. Et alors donc je disais l'Égypte, on se rappelle tous la formule d'Hérodote. L'Égypte est un don du Nil. C'est vrai que sans là où vivent les hommes, c'est sur la bande nilotique, c'est-à-dire 5% du territoire égyptien. Donc ça situe l'importance du Nil dans la construction politique et géopolitique de l'Égypte, bien sûr. Donc c'est beaucoup de géographie, avec une certaine exiguïté de la géographie pour le cas de l'Égypte. C'est aussi beaucoup d'histoire. Je ne vais pas me transformer en historien non plus, mais on estime que eh bien, l'irrigation s'est développée déjà à partir de l'unification de l'Égypte au 4e millénaire avant notre ère. Donc c'est quand même là aussi des temps très très longs de l'histoire, pour prendre la notion des temps longs de l'histoire de Fernand Braudel. Mais c'est plus tard que l'Égypte va devenir un grenier en Méditerranée, et notamment avec Alexandre qui crée Alexandrie, le port d'Alexandrie, d'où vont partir nombre de céréales dans le bassin méditerranéen. Mais c'est surtout dans la période contemporaine que l'Égypte va aménager le Nil au XIXe siècle pour, entre autres, la production de coton, et surtout au XXe siècle, avec, dans la foulée de la révolution des officiers libres en 1952, les aménagements du Nil vont être un outil prioritaire dans l'agenda politique de Nasser, qui a un agenda agrarien, on va dire les choses ainsi, c'est-à-dire que le pari des pouvoirs à l'époque, c'était il fallait sortir de cette dépendance qui avait été le lot de l'Égypte, dépendance de tutelle jusqu'à l'Angleterre, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc la garantie de cette sortie de la tutelle, c'était une souveraineté qui passait par l'autosuffisance alimentaire, et évidemment par la valorisation de l'eau et la valorisation de la terre. Donc il y avait une politique alimentaire, une politique foncière et une politique hydraulique, qui était un triptyque assez vraiment au cœur de la politique nassérienne. Et force est d'admettre, si on regarde, et je vais déplacer les choses, si on regarde l'Égypte dans la période plus récente, eh bien ces paris-là, la sécurité alimentaire, la sécurité hydrique et la sécurité foncière, eh bien elles ont été mises à mal, y compris dans la période récente, et on reparlera de ça avec Habib. La sécurité alimentaire, on en parlera, parce que c'est évidemment lié à la question de l'eau, mais il faut avoir une vision un peu plus subtile là-dessus, qu'on aura, j'espère, et je pense. Donc sécurité alimentaire en 2008, qui a été
ou plutôt l'insécurité alimentaire en 2008 qui a été soulignée. L'année d'avant, en 2007, il y a eu des émeutes dites de l'eau également. Donc ça montre l'insécurité hydrique qui monte en Égypte. Et puis une insécurité foncière qui a été passée un peu sous silence, avec notamment la contre-réforme agraire sur laquelle Habib revient dans son ouvrage. Donc 3 insécurités foncières, alimentaires, hydriques, qui sont plus ou moins combinées et qui montrent d'une certaine manière l'échec ou plutôt la fin d'un cycle politique qui avait été entamé dans les années 50 avec la révolution nassérienne. Et quand on parle d'insécurité hydrique, ce n'est pas dit, il y a une insécurité interne donc avec ce qui s'est passé en 2007, mais une insécurité externe, on va dire les choses ainsi, qui monte depuis 2010 avec les revendications des pays en amont du Nil, parce que ce que je n'ai pas dit quand j'ai dit qu'il y avait beaucoup de géographie, c'est qu'il y a 10 pays qui participent à ce bassin hydrographique. Et depuis 2010, il y a une affirmation des pays d'amont en termes de souveraineté hydraulique. C'est-à-dire quand l'Égypte brandit l'argument de la légitimité historique, autrement dit, c'est parce qu'elle a utilisé l'eau en premier qu'elle aurait des droits, eh bien les pays d'amont, depuis 2010, et on va en parler, brandissent l'argument de la souveraineté, plutôt l'argument géographique, autrement appelé la souveraineté territoriale absolue, et en sachant que le château d'eau essentiel, c'est l'Éthiopie, ce que je n'ai pas dit dans la géographie. Donc, il y a une montée en puissance des revendications des États d'amont, et en particulier de l'Éthiopie, qui est dans une phase d'affirmation démographique, économique, avec un arrière-plan de stabilisation politique. C'est donc tout ça que l'on va voir. Des questions se posent, évidemment, alors que l'on soit en Éthiopie, en Égypte, au Soudan, elles ne sont pas tout à fait les mêmes, mais il y a derrière la question de la sécurité alimentaire, et en particulier, alors elle se pose en Éthiopie, elle se pose en Égypte, évidemment, donc quid de la sécurité alimentaire dans ce bassin du Nil, je pense qu'il faut en parler aujourd'hui. Quid de la crise rurale, en particulier en Égypte, qui est trop passée sous silence, et je crois qu'il faut l'aborder. Et quid justement de la dimension hydropolitique aujourd'hui, dans cette montée des dissensions à l'échelle du bassin versant, et évidemment, derrière, quels sont les scénarios possibles en termes donc de partage de la ressource. Alors, pour évoquer cela, on a ce soir la chance, le plaisir d'accueillir 2 personnes que je connais bien. Donc, à ma gauche, ils sont les 2 à ma gauche, donc à l'extrême gauche, Pierre Berthelot, donc, qui est chercheur associé à l'Institut français d'analyse stratégique et puis qui est à la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Il est à l'Académie de l'eau. Il a publié également un très bon bouquin qui s'appelle « Le Jourdain entre guerre et paix ». Donc, il pourra peut-être se permettre un déplacement géographique. Et vous avez des flyers ici, parce qu'il n'a pas mené d'ouvrage, mais vous pourrez, avec ces flyers, commander les ouvrages. Et donc, Habib Ayeb, qui est géographe à Paris 8, qui travaille beaucoup sur l'Égypte, entre autres. Il travaille aussi beaucoup sur la Tunisie actuellement. Et il a été en Égypte à l'Université américaine du Caire, et il a fait plusieurs bouquins, notamment un vieux bouquin, enfin un vieux, pardon, c'est pas une insulte, mais non, mais parce que voilà, je peux plus cacher. C'est ça. Donc c'était en 98 ton bouquin sur l'eau au Proche-Orient, la guerre n'aura pas lieu, déjà 98. Et puis il a écrit un bouquin, un très très bon bouquin dont j'avais eu le plaisir de faire la recension dans Confluence Méditerranée. Dont le titre, pourtant j'ai fait la recension, c'était la crise de la société rurale aux éditions Cartala. La fin du Fellah, avec un point d'interrogation. Voilà, aux éditions Cartala en 2008, 2010. D'accord. Mais en tout cas, j'ai fait une recension, vous pourrez la trouver. Voilà.
Donc on a ici présent deux auteurs qui vont pouvoir parler du Nil avec expertise, et vous allez pouvoir échanger avec eux. Alors, on va, Habib puis Pierre vont prendre la parole avec deux axes au départ, et puis après, l'un et l'autre réagiront sur ce qu'ils auront dit, avant que vous puissiez répondre, enfin, échanger avec eux. Alors, j'ai demandé à Habib de parler, même si, évidemment, il ne faut pas réduire le Nil à l'Égypte, hein, mais pour des raisons d'usage, d'antériorité dans les usages, effectivement, on fait ce raccourci bien trop souvent. Le Nil concerne tout le bassin, aujourd'hui on le voit bien, mais justement, étant donné son ouvrage en 2010, où tu revenais très largement sur la crise rurale, et qui était, bien sûr, la crise rurale en Égypte et la crise alimentaire en Égypte, ne sont pas le tout de l'explication des révoltes en Égypte. On ne peut pas avoir cette grille-là. Mais en même temps, c'était la préfiguration, c'était, je pense, des éléments avec d'autres, qu'on dirait des prodromes de ce qui s'est produit en 2010. Donc, je voudrais bien, Habib, que tu reviennes un petit peu sur le Nil dans la construction de l'Égypte contemporaine et avec la question de peut-être de cet échec des politiques ou en termes alimentaires, hydriques et fonciers, donc en venir à la crise rurale. Et puis après, on débouchera sur le bassin avec Pierre, en sachant que Habib, tu pourras aussi réagir évidemment là-dessus. Donc, tu as 20 minutes. Je sais que tu peux parler 1h30, donc je te le dis, c'est 20 minutes. Et moi, je te dis en retour que je n'ai pas de montre. Donc, mais c'est mon rôle. Il y a un moment où il va falloir m'arracher le micro. Maintenant que je l'ai, ça va être difficile. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Et merci à vous d'être là. J'espère que vous allez réussir à nous supporter du moins à me supporter pendant ces 15-20 minutes, s'il arrive à m'empêcher de parler davantage. Je ne sais pas, en réalité, par quel bout prendre la question rurale et nilotique en Égypte. Il paraît qu'il faut que je parle vraiment dans le micro. Ça ira comme ça, je pense. Donc, moi, j'ai envie de dire 2-3 choses, au fait, pendant ces 20 minutes, et éventuellement, tout à l'heure, pendant la discussion, on pourra reprendre. La première chose, c'est l'Égypte s'est un peu construite depuis les 2 siècles. Moi, je ne remonte pas aussi loin que Pierre, je ne vais pas chercher les pharaons, mais depuis 2 siècles, et s'est construite sur 2 politiques de domination. D'abord, la domination du bassin du Nil. C'est une hégémonie calculée, planifiée, stratégiquement organisée. Mohamed Ali, quand il a envoyé son armée au début du 19e siècle sous la direction de son fils, Ibrahim, n'est pas allé dans une promenade coloniale juste comme ça pour le plaisir, pour avoir plus de territoire. Non, il est allé pour dominer le Nil, pour mettre la main sur les sources du Nil. Ça, c'est un premier point. Et cette politique-là a continué pendant les 2 siècles. Et s'il faut aussi citer quelques actes politiques importants, je remonte à 1902, l'accord ou le traité, ou je ne sais plus comment il faut l'appeler, un abandon de souveraineté de la part de l'Éthiopie. En 1902, l'Éthiopie qui s'engage à ne jamais intervenir d'une manière à changer le débit, le cours ou l'orientation du Nil sans l'accord de l'Égypte. On est en 1902. Ça ne donne pas davantage de légitimité à l'Égypte aujourd'hui. Mais c'est des moments importants. Après, il y a eu les accords de 1929 avec le Soudan, après 1959, et ainsi de suite. Donc, et il y a la présence physique de l'armée égyptienne et le condominium anglo-égyptien. C'est 1956 que le Soudan a
a eu son indépendance au détriment de l'Égypte. Et c'est parce que l'Égypte a tellement résisté à l'indépendance du Soudan qu'il a fallu passer par un référendum, et les Égyptiens, pensant que les Soudanais leur resteraient fidèles jusqu'à la fin de leur jour, les Égyptiens ont accepté le référendum, donc en pensant que les Soudanais voteraient pour un oui, un rattachement à l'Égypte. Manque de chance ou mauvais calcul, je pense les deux à la fois, les Soudanais, par référendum, ont choisi, dans les conditions dans lesquelles on pouvait organiser un référendum en 1953, les Soudanais ont choisi l'indépendance. Et l'acte hydropolitique immédiat qui a été pris par l'Égypte, c'est la construction du barrage d'Aswan. Et j'avais eu une formule à un certain moment qui est publiée, donc je vais la réutiliser. On a empêché l'Égypte de continuer à dominer les sources du Nil. L'Égypte a ramené les sources du Nil à l'intérieur de son territoire, en construisant un réservoir hydraulique, une banque hydraulique qui couvrirait aujourd'hui, sans apport supplémentaire, qui couvrirait aujourd'hui 3 années de consommation d'eau en Égypte. La capacité de rétention des barrages, 165 milliards de mètres cubes d'eau, c'est très difficile à imaginer, mais c'est peut-être plus facile de le dire autrement, 165 kilomètres cubes d'eau. C'est considérable. Donc, et pour reprendre un petit peu ce que tu disais, Pierre, je pense que Nasser n'a pas inauguré une nouvelle politique agricole et hydraulique. Il a fini le travail par la construction du barrage d'Aswan, il a fini le travail inauguré par Mohamed Ali. Mohamed Ali qui était le premier à vouloir maîtriser, totalement rationaliser, maîtriser la crue du Nil, d'abord à l'intérieur de l'Égypte, et notamment pour le projet du coton, pour développer la culture de coton destinée à l'exportation, et pour le reste des activités, et puis maintenir une domination sur les sources du Nil et cultiver le Soudan. Le Soudan, quasiment tous les barrages construits au Soudan jusqu'aux années 50 ont été construits par les Égyptiens, seuls ou aidés par les Anglais. Enfin, les ingénieurs anglais se sont installés en Égypte depuis la fin du 19e siècle et ils ne sont partis qu'au début des années 50. Donc ça, c'est cette double domination, dominer les sources et dominer la crue du Nil. Alors, on est passé d'un volume d'à peu près 40, le chiffre, je ne l'ai plus exactement en tête, mais une quarantaine de milliards de mètres cubes d'eau qui s'écoulaient dans la Méditerranée dans les années 50, au début des années 50, à moins de 2 milliards aujourd'hui. Donc c'est ce que j'appelle la domination de la crue du Nil elle-même. On la maîtrise, on la gère au mètre cube près, à partir d'un bureau installé au Caire. C'est extrêmement centralisé. Et puis, ça, c'est le premier point que je voulais dire et éventuellement le développer tout à l'heure si on a le temps. Mais pour aller vite, Pierre m'a demandé de parler de la crise de la société rurale en Égypte et particulièrement de la paysannerie. Et j'ai envie de commencer ce point en disant l'Égypte présente un paradoxe qu'on connaît très peu ailleurs. D'ordre agricole, d'ordre social, d'ordre économique et d'ordre politique. En Égypte, on trouve une des agricultures et probablement l'agriculture la mieux développée, la plus développée dans le monde. On arrive jusqu'à faire 3 récoltes par an sur les mêmes parcelles. Il est extrêmement difficile de trouver une parcelle qui ne soit pas irriguée en Égypte. Je parle de l'Égypte, vallée du Nil et delta, pas du désert. Ça, c'est une autre question sur laquelle je reviendrai aussi. Et cette agriculture extrêmement développée, qu'il serait très difficile de la développer davantage aujourd'hui, est tenue par incontestablement la paysannerie la plus pauvre du monde.
Et donc, on a ce paradoxe qui pose un réel problème et une sorte de rupture entre la situation du secteur agricole et la situation de la population qui le porte. L'Égypte, c'est 3,5 millions de paysans, donc 3,5 millions de familles. Donc à peu près, on est autour de 15-20 millions de personnes qui vivent directement, partiellement ou indirectement de la terre, directement, sur une population qui compte 83 millions de personnes. Donc en gros, on est entre 15 et 20% de la population qui est directement liée au travail de la terre. Et quand je dis directement, ça veut dire, je parle de paysans, je ne parle pas des grands investisseurs. Les paysans qui se lèvent le matin, ils prennent la pioche ou autre chose et qui travaillent, qui irriguent, et ainsi de suite. Tout le monde y travaille, y compris les enfants. Et malgré ça, les conditions de vie sont de plus en plus difficiles. Le deuxième paradoxe, parce qu'en réalité on a deux, le deuxième paradoxe, c'est que l'Égypte est aujourd'hui et compte parmi les premiers pays importateurs de produits alimentaires. L'Égypte importe en gros 50%, 55% de ses besoins alimentaires. Et en même temps, l'Égypte se situe aussi parmi les plus grands exportateurs agricoles. Et c'est un paradoxe. Moi, je ne suis pas économiste, mais enfin, ce qui me dérange beaucoup. Ça me pose beaucoup de problèmes. Et comment on fait ça? On fait ça par l'utilisation des eaux du Nil. L'Égypte dispose de 55 milliards de mètres cubes d'eau suite aux accords de 1959 signés avec le Soudan qui lui accorde ce volume d'eau. À peu près 70% de cette eau est destinée au travail agricole. Et quand on a 55 milliards de mètres cubes d'eau, pour quelqu'un qui non averti pourrait penser légitimement qu'il n'y a pas de problème d'eau en Égypte. Il n'y a pas de problème d'eau en Égypte. Et le volume est considérable. Et si on divise par la surface agricole, j'ai dit 3,5 millions de paysans, mais c'est à peu près 3,5 millions d'hectares de terre dans la vallée et le delta. Je ne compte pas le désert. Je suis toujours dans la vallée du delta. Je parlerai du désert tout à l'heure. Et ça fait des volumes d'eau considérables. Beaucoup plus que ce que la terre pourrait consommer. Et si on considère la population qui consomme de l'eau pour boire et pour faire à manger et puis pour se laver et faire son ménage et ainsi de suite, toutes les consommations quotidiennes de l'eau qu'on connaît, là aussi, si on additionne les besoins de la terre et les besoins de la population, on est quand même en dessous. Les besoins théoriques, je veux dire, c'est des chiffres, encore une fois, qui peuvent être discutables. On est encore en dessous de ce que le Nil offre aujourd'hui. On est en 2014. Il y a encore de la marge. Le problème, et c'est peut-être un troisième paradoxe, le problème est que 65% des foyers égyptiens, urbains et ruraux confondus, 65% des foyers seulement ont un accès direct à l'eau potable. Les autorités égyptiennes reconnaissent qu'à peine 50% de la population égyptienne a un accès à une eau potable, selon les critères chimio-bactériologiques. Alors qu'on n'a pas un problème d'eau. Il n'y a pas un problème d'argent.
Et il n'y a pas un problème d'ingénierie, certainement pas, c'est peut-être un problème d'argent, mais certainement pas un problème d'ingénierie. L'Égypte contente l'armée d'ingénieurs hydrauliciens, hydrologues et ainsi de suite, probablement et certainement la plus grande de la Méditerranée, voire plus largement. Il y a pratiquement autant d'ingénieurs, techniciens, hydrologues, hydrauliciens et ainsi de suite. Et il y en a pratiquement autant qu'en Inde. C'est une considérable école. Donc, on sait poser les canaux, on sait acheminer, on sait installer un robinet, on sait installer beaucoup plus que ça, on sait construire des barrages, on sait faire des canaux, 120 000 kilomètres de canalisation, d'irrigation, de drainage en Égypte. 120 000 kilomètres, 3 fois le tour de la Terre. Ça donne un paysage, mais ça laisse perplexe quand on a les chiffres de l'accès à l'eau potable. Et aujourd'hui, de plus en plus, depuis les années 90, une bonne partie, je n'ai pas le pourcentage, donc je ne vais pas le donner, mais un grand nombre de paysans, encore une fois de la vallée et de l'État, n'arrivent pas à irriguer, n'ont pas suffisamment d'eau pour irriguer leurs terres. Donc l'Égypte est en train de perdre des terres productives par manque d'eau. Et là, ça m'emmène, je ne l'avais pas un peu envisagé comme ça, mais ça va. J'ai tellement peur qu'ils me prennent le micro que je fais dans le style télégraphique. Et donc, ça m'emmène à un autre paradoxe, c'est que l'Égypte, les paysans n'ont pas un accès à l'eau potable pour la paysannerie, pour la population rurale en Égypte. À peine 40% des familles ont un robinet à domicile, ce que moi j'appelle un accès direct à l'eau. L'utilisation des eaux de canaux d'irrigation est un usage direct, notamment pour tout ce qui est vaisselle, ménage, lessive et douche pour les garçons ou les hommes, pour les mâles, se font directement dans les canaux. 25% des foyers dans la zone ruraux ont accès à un système d'assainissement, donc à un système d'évacuation de l'eau usée. Ça se complique davantage quand on sait que tout le système de distribution de l'eau, c'est 120 000 kilomètres de canalisation que je viens de mentionner, sont interconnectés et l'ensemble est interconnecté directement avec le Nil. Donc, les eaux usées d'Aswan finissent par retomber dans le Nil à un moment ou à un autre. Et quand je parle des eaux usées, je parle des eaux domestiques, mais aussi des eaux agricoles, les eaux de drainage, ce qu'on appelle les eaux de drainage, l'eau qui a servi et qui sort pour un drainage. Donc, ce que j'ai signalé tout à l'heure à Pierre, en 1992, ça fait déjà, si je compte bien, 22 ans. En 1992, le ministère égyptien de la Santé publique publiait, non, ne publiait pas justement, mais sortait un rapport qui est resté interdit de circulation, déclarant les eaux du Nil au nord du Caire, donc à partir du Caire, à partir plus précisément de la ville de Helwan, qui est située au sud du Caire, et jusqu'à la Méditerranée, que l'eau du Nil n'est plus potable, ne peut plus être consommée, même avec traitement. Que le taux de pollution chimique et bactériologique est tel que même traité, ce n'était plus consommable, parce que notamment pour ce qui est de la pollution chimique, c'est des choses qu'il faut... Désolé, je vais rentrer dans quelques détails. Vous savez, chimiquement, on ne peut pas séparer l'eau et le plomb. Quand le plomb se mélange avec de l'eau, c'est fini. Vous le buvez ou vous le jetez, mais vous n'avez pas d'autre choix. Chimiquement, on ne peut pas. Donc, il n'y a pas de possibilité de traitement de ces eaux. Sans compter les engrais chimiques, parce que je disais que c'est une agriculture la plus, et j'ai retiré, au début j'ai commencé par dire la mieux, mais au fait c'est la plus
en retirant le mieux, la plus développée, consommait des quantités incroyables de produits chimiques. Entre insecticides, engrais, pesticides et ainsi de suite, l'Égypte se situe le 4e pays consommateur de produits chimiques pour l'agriculture dans le monde entier. 4e. Les 3 premiers sont les États-Unis, je ne sais plus dans quel ordre ils sont, mais les États-Unis, la Hollande et l'Inde. Et l'Égypte arrive en 4e position. Sur ce riche limon du Nil qui fait en profondeur minimum de 30 mètres de profondeur sur les parties les moins profondes. Dans le delta, c'est beaucoup plus que ça. Donc, on a un taux de pauvreté de la population rurale en Égypte, et notamment chez les paysans, qui, de l'aveu des appareils de l'État égyptien, un taux de pauvreté qui touche 80% de la population paysanne. 80%. Pareil, c'est en gros le même pourcentage. 80% de la population, des paysans égyptiens sont obligés de travailler en dehors de leur terre pour avoir un revenu correct. Donc ils font n'importe quelle activité, soit du commerce, soit du trafic, soit ils migrent, soit... Et en moyenne, comme je vous avais dit qu'il y avait 3,5 millions de paysans, à peu près, et 3,5 millions d'hectares, en gros, ça fait une moyenne d'1 hectare par paysan. Bon, c'est de l'irrigué, hein, je veux dire, c'est pas très catastrophique comme situation, parce que quand on a 1 hectare en irrigué, c'est un minimum de sécurité alimentaire qui est pas mal du tout. Le problème, c'est que 80% des paysans ont moins d'un demi-hectare. 1 hectare, c'est la moyenne. 80% des 3,5 millions possèdent moins d'un demi-hectare, possèdent ce qu'on appelle en Égypte un fédan. Et un fédan, c'est exactement 4200 mètres carrés. Et c'est cette population-là qui produit... Désolé, mais je pense que c'est très difficile de parler de la situation agricole et alimentaire en Égypte sans aller dans quelques chiffres. 80% aussi, quand je dis 80, j'ai l'impression de redire que tout est 80. Parfois, c'est 79, 77, 80, 82, 83. Mais on est dans la marge, l'ordre de grandeur. 80% de la production agricole paysanne de la vallée et de l'État est directement alimentaire et destinée aux marchés locaux. Et ça m'amène à aborder le dernier de ma série de paradoxes, c'est qu'on a une agriculture paysanne qui se réduit par manque de moyens, par pauvreté, par manque d'eau, par manque de soutien de l'État, et une agriculture d'investissement qui se développe dans les marges désertiques, qui reçoit l'eau. Toutes les infrastructures sont payées par l'État. D'énormes canaux, des stations de pompage sont envoyées dans le désert. De la terre quasiment à des prix symboliques. 1 hectare à moins de 10 cents. Oui, c'est des prix. C'est comme ça que les terres de Toshka ont été vendues, notamment au prince Talal, le prince saoudien, qui a fini par se retirer. Mais on a développé sur les marges du delta, donc la partie désertique, de très larges surfaces agricoles qui sont aujourd'hui, dans un peu plus d'1,5 million, sont aujourd'hui en culture effective, qui étaient des déserts qui sont aujourd'hui cultivés annuellement. Alors, je disais 80% alimentaire est directement destiné aux marchés locaux pour ce qui est de l'agriculture paysanne, dans le Nil ou dans le delta.
Si vous prenez l'agriculture de désert, c'est exactement l'inverse. 20% seulement sont de la production est alimentaire et destinée aux marchés locaux. 80%, en gros, n'est pas alimentaire ou n'est pas directement alimentaire. Je m'explique, je pense que des fraises au mois de décembre, ce n'est pas un produit alimentaire. Enfin, moi, je ne le compte pas comme un produit alimentaire. Personne n'a besoin de... C'est très agréable de fêter le Noël ou autre chose avec des fraises, c'est pas mal. Mais ce n'est pas un besoin alimentaire. Donc moi, je ne le compte pas. D'accord ? Dans le 80%, je compte aussi ces produits-là. Donc, soit pas directement alimentaire, soit non alimentaire. Des plantes de décoration, des fleurs, d'autres choses. Essentiellement destinées à l'export. Des aides par rapport à l'eau et surtout les infrastructures. Une aide indirecte, quand vous êtes investisseur, vous pouvez aller chercher de l'eau à 2000 mètres si vous en avez les moyens. Personne ne met un compteur, personne ne sait pas si vous avez un sondage, on ne sait pas combien d'eau vous prenez par jour. Il n'y a pas de compteur, donc il n'y a pas de prix. Vous prenez ce que vous voulez. N'importe quel petit paysan dans la vallée paye l'eau à l'heure d'irrigation ou au volume d'eau utilisé. Tous, sans exception. À partir du moment où vous êtes investisseur dans le désert, vous ne payez rien. Vous avez des facilités, comment dire, de taxes des exemptions de taxes à l'import et à l'export. Vous importez des produits chimiques pour l'agriculture, vous importez des machines, des pompes, des moteurs, des tracteurs, y compris même de voitures. Quand on est un grand investisseur, on peut avoir besoin d'une Mercedes, pourquoi pas. Tout ça, vous n'avez quasiment rien à payer à part le prix que ça vous coûte à l'achat. Et puis, pour vous exporter, pendant les 10 premières années de votre installation, vous exportez sans payer de taxes à l'État. Les crédits, si vous êtes investisseur, vous arrivez avec 25% du capital nécessaire. Par le biais des banques, vous avez immédiatement, dans les temps administratifs habituels, qui peuvent parfois être de quelques mois, vous avez les 75% des restants par la banque, mais attention, avec garantie de l'État. Si la banque n'arrive pas à récupérer son argent, c'est l'État qui paye. Et donc, en réalité, cette crise, elle est politique. Elle est d'abord sociale dans le fond. Elle est politique en termes de cause ou de raison de cette crise. Elle ne tombe pas du ciel. Je ne crois pas trop aux crises qui tombent du ciel. La crise, elle est donnée par la contre-réforme agraire de 1992, que tu as mentionné. Et je vous cite de tête une phrase absolument terrible, mais qui peut éclairer des choses, dite par l'ancien ministre de l'Agriculture, qui était à un certain moment un des hommes les plus puissants d'Égypte, Youssef Ouali, qui dirigeait, je ne sais plus, le parti politique et un ami personnel de Moubarak et responsable de la coopération avec la France, ministre de l'Agriculture, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Il a une riche famille en plus. Pour défendre la loi de la libéralisation du marché de la terre. Le marché de la terre était bloqué. C'est un peu comme les lois 48 en France qui bloquaient les loyers, et ainsi de suite. Il y avait quelque chose qui ressemble à ça, mis en place par Nasser dans les années 50 et 60. Il y a eu 3 ou 4 séquences de réformes agraires nassériennes et pendant cette période, il y a eu une protection pour les locataires qui était mise en place.
et pour les petits propriétaires aussi. Youssouf Ouali disait en 1992, en discours officiel devant le Parlement, notre agriculture, notre secteur agricole traverse une crise économique parce qu'on n'arrive pas à exporter, on n'arrive pas à ceci et cela. Enfin bon, là c'est que, bon. Et les raisons, c'est que les petits paysans sont trop petits, sont trop pauvres, sont trop fainéants. Et il a cru que c'était utile et intéressant d'ajouter quelque chose en disant, ben oui, quand on passe sa vie le soir à regarder des vidéos de sexe et faire des enfants après, on ne peut pas être un bon paysan. Ça a été dit dans un discours officiel devant le Parlement égyptien pour défendre la loi de libéralisation du marché. Et il concluait en disant, avec des paysans pareils, on ne peut pas développer l'agriculture et on ne peut pas assurer la sécurité alimentaire du pays. Donc, il faut pousser par des mécanismes politiques et économiques. Il faut pousser la paysannerie égyptienne en dehors du secteur agricole pour que des investisseurs prennent la place. Et la loi a été adoptée, libéralisation totale, donc ce que je disais, du marché de la terre, et qui commençait par un acte très, très, très important, et qui a des conséquences absolument catastrophiques, qui était le 1er octobre 1997, c'est une date fixée par la loi, tous les contrats de location, quelle que soit la forme, métayage, fermage, location, toutes les formes de location de la terre devenaient caduques le 1er octobre 1997. La terre revenait automatiquement aux propriétaires qui n'avaient aucune obligation de renouveler un bail aux anciens locataires, même s'ils étaient là depuis des générations. Ils pouvaient augmenter les prix, ils pouvaient maintenir les mêmes, ils pouvaient les mettre à la porte et louer à d'autres personnes. Ils pouvaient aussi reprendre leur terre et la retravailler tout seul. 1 million de familles de paysans, d'anciens locataires, se sont trouvés du jour au lendemain à la porte. Le discours était en 92. Ils ont eu 5 ans, soi-disant, de délai pour ça, le 1er octobre 1997. Alors, est-ce que j'ai encore 3 minutes? Oui, 2 minutes. C'est tout? Bon, donc, l'eau du Nil dans tout ça. L'eau du Nil dans tout ça, c'est... je vais rester en Égypte, tiens. Je vais pas... Quand les Éthiopiens ont décidé de construire un barrage de la Renaissance, mais je reviendrai après l'intervention de Pierre, l'Égypte s'est révoltée. Et n'importe quel Égyptien, vous dites le Nil, ça appartient à qui, vous dira que ça nous appartient, évidemment. Le Nil est égyptien, du point de vue de l'Égypte. N'importe qui, que ce soit un intellectuel, un homme politique, un islamiste, un facho, un gauchiste, tout le monde. Ça, c'est... Tout le monde, c'est... Mais en réalité, je reconnais il peut y avoir des raisons historiques, des raisons politiques, des raisons de volonté de domination, d'hégémonisme, tout ce qu'on veut. Tout ça, ça existe dans la vie politique et c'est comme ça, on peut en parler. Et puis voilà, c'est comme ça. Mais l'argument qui est sorti, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'eau pour notre agriculture, pour notre population. On a 80 millions de personnes, bientôt 100 millions, bientôt 120 millions, et on va se trouver à sec. Alors, c'est une conclusion très, très provisoire. Moi, je réponds à ça en disant, si l'Égypte continue dans la même orientation politique de vouloir fleurir le désert et transformer l'agriculture d'une agriculture paysanne, productrice de produits alimentaires à une agriculture d'investissement destinée à l'exportation sous l'étiquette et le prétexte de la sécurité alimentaire, effectivement, il n'y aura jamais d'eau. À chaque fois qu'il y aura un barrage construit au sud d'Aswan, il y aura
une réduction d'eau en Égypte et donc forcément des conséquences dramatiques sur les nouveaux projets notamment et sur les anciennes terres aussi. Par contre, si la politique agricole et alimentaire changeait en Égypte, comme en Éthiopie, mais je reviendrai après certainement parce que je pense que ça va être abordé, je pense que le Nil peut encore nourrir le double de la population actuelle. Voilà, c'est très schématique, c'est très télégraphique, mais voilà, je serai là pour les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Habib. Tu as tenu le timing. Très bien. Ça n'était pas télégraphique, c'était compréhensible. J'aurais une petite question et après on va passer la parole à Pierre et après il y aura des échanges. Simplement, tu te montres très bien que les paradoxes ou les crises de l'eau, alors la crise de l'eau, tu le montres très bien, il y a une disponibilité suffisante, c'est un problème d'accès. C'est un problème d'accès, donc c'est un problème politique. La crise de la terre, tu montres très bien, c'est une crise qui procède de décisions politiques dont tu as parlé. La crise alimentaire, tu le montres également, ce sont des choix politiques qui sont sous-jacents aussi à cette crise alimentaire, qui se traduit d'ailleurs par un subventionnement très important des produits de base, on ne l'a pas dit. Bref, 3 crises qui sont très, très politiques, qui ont un sous-bassement très politique. Alors justement, depuis 3 ans, on est dans un moment de transition politique, à défaut d'être une transition démocratique, c'est trop tôt pour le dire, c'est pas ça que je te demande. Où en sommes-nous du débat, c'est-à-dire sur la crise de l'eau, la crise de la terre, sur la crise alimentaire? Je sais que par exemple, il y a eu des mobilisations paysannes. On sort d'un cadre autoritaire. Je ne suis pas persuadé qu'on soit totalement sorti d'un cadre autoritaire. Enfin bref, on a peut-être un peu changé de paradigme. Il y a des débats qui se sont ouverts. Comment tu as perçu dans les 3 dernières années, est-ce que tu as perçu dans les 3 dernières années ces débats autour de ces 3 questions? Est-ce que c'est très porté dans le débat public ou est-ce que c'est passé sous silence? Voilà, une question peut-être un peu embarrassante, mais voilà. Je vais répondre aussi le plus rapidement possible en disant que le débat sur le Nil n'existe pas. Les eaux du Nil nous appartiennent, c'est notre droit, ça vient du ciel, ça vient de Dieu. Et on ne va pas contre la volonté divine, même quand on est révolutionnaire. On est égyptien, donc le Nil est égyptien, donc voilà, c'est comme ça. Et c'est très difficile de faire comprendre, y compris à des amis qui j'ai eu l'occasion de travailler, aux Égyptiens, que les Éthiopiens, ils ont peut-être raison sur certaines revendications. Très, très compliqué, très difficile. C'est quasiment impossible. Et je pense que... Enfin bon, bref. Mais le deuxième point, par rapport à la mobilisation paysanne ou le débat sur la question agricole et paysanne en Égypte et de sécurité alimentaire, parce que je n'ai pas abordé la crise 2007-2008, sur la crise alimentaire en Égypte. C'est quand même incroyable. Dans un pays comme l'Égypte, 55 milliards de mètres cubes d'eau par an, il y a 15 morts, même si c'est dans des bagarres devant des boulangeries. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. On a imaginé des explosions. Moi, je n'ai pas imaginé la révolution, mais enfin, on pensait que un jour ou l'autre, ça allait exploser. Mais personne n'aurait dit qu'un jour, il y aurait des gens qui se battraient devant des boulangeries parce qu'ils n'arrivaient pas à acheter du pain. Et c'est 15, malheureusement, j'ai du mal à le dire, mais statistiquement, c'est peut-être pas énorme. Mais quand on connaît le secteur agricole en Égypte, quand on connaît le Nil, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imaginer. Ça, c'est le dernier point, juste pour ne pas prendre trop de temps. Moi, j'ai une lecture du processus, parce que moi, je ne parle pas de révolution, mais de processus révolutionnaire. Moi, je fais remonter ce processus en 1997 pour l'Égypte. Je pense que les premières étincelles de la révolution, du processus révolutionnaire en Égypte, a commencé en 1997. Il y a des paysans, quand les propriétaires sont venus pour reprendre leurs terres, il y a des paysans qui sont restés debout sur leurs parcelles, il y a des paysans qui sont morts sur leurs parcelles.
avec du feu, soit de la police, soit de l'armée, soit de propriétaires, tout simplement. Et notamment Youssouf Ouali, le ministre de l'Agriculture, il a récupéré des terres. Il y a eu 15 personnes qui sont mortes sur les terres de la famille Ouali. Sur leurs parcelles, ils sont mortes là, abattues sur leurs terres. Il y a eu plus de 1500 personnes emprisonnées en Égypte, de paysans emprisonnés en Égypte à la mise en place de cette loi. Et le monde paysan ne s'est jamais arrêté de bouger depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui. 2006, 2008, tout le monde, notamment ceux qui connaissent bien l'Égypte, parlent de Mahal al-Kobra, les grandes grèves de Mahal al-Kobra en 2008. Mahal al-Kobra, c'est quoi? On est en plein dans le delta. C'est une très grosse agglomération qui est officiellement un statut de ville, mais enfin, c'est une ville agricole. Il faut absolument l'appeler une ville, c'est une ville agricole. Parce que, y compris les industries, c'est des industries de coton qui utilisent le coton produit sur place. Donc, c'est un truc directement en lien avec le monde paysan, avec les conditions sociales et économiques de la paysannerie. Et c'est ça, je pense, qui a été à l'origine de démarrage, de lancement de ce processus qu'on n'a pas vu. On a vu des séquences, on a vu des moments, on a vu des crises graves, la crise du pain et autres, des grèves, des manifestations, d'autres choses. On n'a pas vu qu'il s'agissait d'un processus qui allait faire tomber une des dictatures les plus coriaces, les plus solides des temps présents. Donc, voilà, moi je pense que le débat sur la question de la terre est partout. Le débat sur l'eau n'existe pas. Le débat social sur la paysannerie, on retombe un peu dans la même rupture que malheureusement on va retrouver en Tunisie, on va retrouver ailleurs et peut-être même un peu en France. Cette rupture entre le monde de la modernité, l'urbain ou le rural d'investissement, le gros rural, le gros qui se promène avec des tracteurs chauffés et l'hiver et climatisé l'été. Et le monde rural, le monde des petits, le monde de ceux qui nous produisent de quoi on mange quasiment tous les jours. Il y a une grande rupture et donc ils étaient marginalisés et de nouveau se retrouvent marginalisés dans le débat. Donc on parle d'agriculture, on parle beaucoup moins de paysans. Bon, merci Habib. Vous aurez l'occasion d'échanger. Tu as évoqué le fait que les Égyptiens considèrent, il n'y a pas de débat sur l'eau, tu le dis très justement, il n'y a pas de débat parce que ça ne se pose pas au nom de ce droit historique que les Égyptiens ont sur l'eau, enfin ce supposé droit historique que les Égyptiens ont sur l'eau. Pardon. Voilà, tu disais donc, voilà, vous m'entendez ? Tu affirmais effectivement qu'il n'y a pas de débat sur l'eau, je te rejoins fortement là-dessus aussi. Et pour autant, il y a un principe de réalité depuis quelques années maintenant, depuis 2010, le printemps 2010, mais ça a été entamé bien avant, ce processus d'affirmation des pays d'amont du Nil dans le cadre d'une instance de coopération d'ailleurs. Bon, enfin, on y reviendra peut-être. Mais en tout cas, depuis 2010, les pays d'amont se liguent autour en particulier de l'Éthiopie qui compte quand même 90 millions d'habitants et qui, après avoir connu les vicissitudes de Mengistu, la guerre civile entre l'Éthiopie et l'Érythrée, eh bien, ce pays connaît une stabilisation et est entré dans une phase de croissance économique et donc avec des besoins énergétiques et alimentaires importants, mais ce n'est pas le seul. Donc justement, Pierre, tu vas nous évoquer un petit peu peut-être le contexte aujourd'hui de cette affirmation de ces pays d'amont et faire le point peut-être sur le débat ou sur l'absence de débat aujourd'hui sur le partage, le supposé partage, le partage, c'est pas, enfin, en tout cas les scénarios possibles sur le partage de la ressource en eau. Voilà, donc tu as le même temps à peu près que Habib, c'est-à-dire à peu près quoi. Merci Pierre de m'accueillir et Ali Remo. Je pense que je serai plus bref que Habib. On dit toujours ouais. Non mais sérieux. Donc plus modestement, j'ai pas autant de connaissances que lui sur le sujet.
même si bien évidemment, ayant travaillé sur l'hydropolitique régionale, enfin au Proche et au Moyen-Orient, forcément, j'ai un intérêt assez vif pour le sujet, même si donc ma thèse était principalement portée sur le bassin du Jourdain. On verra qu'il y a quand même des liens avec la question du bassin du Nil. Avant de rappeler cette dialectique amont-aval et aussi les chances ou les possibilités de coopération, notamment en intégrant les principes du droit international, je reviendrai donc brièvement sur le tournant de 2011. Donc 2011, on peut dire que c'est une année charnière, parce qu'il y a 3 événements majeurs qui se sont produits. Vous en connaissez tous 2, le troisième est plus méconnu. Donc le premier événement, c'est bien sûr la révolution égyptienne. Donc quelles conséquences pour la situation sur le Nil? Bien d'abord, une désorganisation du pouvoir. On peut penser que aujourd'hui, s'il devait se lancer dans des actions éventuellement de coercition, est-ce qu'il le ferait immédiatement, alors qu'il faut déjà assurer la stabilité du pays? On voit qu'il y a quand même des attentats, une instabilité chronique, même si effectivement le pouvoir, les militaires en tout cas, reprennent du poil de la bête en mettant en avant Sisi. Donc premier élément, cette fragilité confirmée de l'Égypte, même si elle était, il y avait, comme tu as dit tout à l'heure, les prodromes, les prémices, bien avant 2011. Et d'ailleurs, il y avait eu un numéro de Confluence Méditerranée qui s'appelait l'Égypte, l'éclipse, point d'interrogation, donc qui était un peu prémonitoire d'une certaine mesure, donc qui soulignait déjà les faiblesses intrinsèques à ce pays. Ça, c'est donc le premier événement. Et d'ailleurs, dans un premier temps, on a vu que les frères musulmans avaient une approche plutôt conciliatrice. Ils ont lancé des perches, ils ont essayé de rompre avec la rhétorique assez belliciste qu'il y avait avant de la part du pouvoir, en disant qu'ils allaient envisager une coopération. D'ailleurs, le Premier ministre, qui a été ensuite issu des élections, était un ancien ministre de l'eau, de la question de l'eau, donc M. Kandil. Donc il y avait des pistes, des ouvertures potentielles, mais là aussi, le régime, les frères musulmans, parmi les quelques erreurs politiques qu'ils ont commises, ils ont tenté d'instrumentaliser politiquement aussi ce sujet, et ils n'ont pas résisté à la tentation de l'hydronationalisme, comme on dit, puisque le président Morsi, juste avant sa chute, avait menacé, ou en tout cas envisagé, lors d'une conférence ouverte, en tout cas qui a été retransmise par les médias, est-ce que c'était volontaire ou est-ce que c'était plutôt pour le déstabiliser, envisager des mesures justement contre l'Éthiopie si elle continuait son projet de construction du barrage. Et c'est un élément qui a contribué à la chute de Morsi, non seulement parce que ça a montré qu'il avait un certain amateurisme politique pour évoquer un sujet aussi important devant les Égyptiens, mais parce que les militaires se sont depuis longtemps arrogés cette question, monopolisé la question de l'eau, puisque c'est un enjeu de sécurité nationale. Ce qui est d'ailleurs un des problèmes pour résoudre la crise de l'eau, puisqu'il y a le prisme justement sécuritaire qui domine, alors qu'il faut envisager un prisme politique, économique, voire écologique. Donc les militaires n'ont pas du tout apprécié cette sortie du président Morsi, pas plus qu'ils n'ont apprécié celle sur la Syrie, donc des chasses gardées finalement. Donc première évolution, cette instabilité chronique de l'Égypte. Deuxième événement, donc vous le connaissez tous, c'est la naissance du Sud-Soudan. Donc cet État a un rôle potentiellement important pour éventuellement stabiliser la question de l'eau au niveau du bassin du Nil, mais potentiellement aussi pour l'aggraver. Donc, parce que c'est un État, on le sait, fragile, aujourd'hui, il y a une quasi-guerre civile. Donc, il est important en ce sens qu'il y a une partie des eaux du Nil, le Nil blanc, donc, qui passe par cet État. Il a un potentiel hydroélectrique assez important qui, jusqu'ici, il n'a pas véritablement exploité, mais il pourrait être tenté de le faire, puisqu'il a un problème de ressources. Alors, il s'est concentré sur les ressources pétrolières jusqu'ici, parce qu'on sait qu'elles sont tirées du Sud-Soudan. Elles
elles traversent ensuite le territoire soudanais, puisqu'ils n'ont pas de terminal d'exportation du pétrole. Mais s'ils mettaient en valeur tout ce potentiel donc, hydroélectrique, certes, on peut penser que le Soudan et l'Égypte pourraient également en bénéficier, mais on pourrait craindre que la part d'eau qui leur soit allouée soit également en diminution. Donc là, on a une grande incertitude, et sans compter que l'Éthiopie n'est pas étrangère à la naissance de cet État, en tout cas qu'elle soutient en partie la naissance du Sud-Soudan, comme elle a soutenu les différents mouvements de rébellion qui ont pu exister. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure avec Habib chez RFI, il faut savoir qu'en 83, donc, il y avait eu le canal du Jonglei qui avait été envisagé, qui devait être créé justement au niveau du Sud-Soudan, mais qui à l'époque donc, faisait partie du Soudan, qui déjà il y avait un projet donc hydro-agricole derrière, et il n'a pas eu d'aboutissement puisqu'il a été abandonné, plus ou moins détruit. Mais donc c'est une question qui se pose: que va devenir le Sud-Soudan, en plus qu'il a une position assez ambiguë par rapport à la question du Nil. Au départ, donc, on reparlera de l'initiative de coopération autour du Nil, des différents États. Il avait été assez neutre avant, donc ça. En tout cas, ceux qui étaient appelés à prendre la tête de l'État sud-soudanais étaient au départ assez ambigus, et on peut le comprendre. Il s'agissait de s'aliéner ni le duo ou le duopole égypto-soudanais, ni les États donc d'amont environnants. Et ils avaient expliqué qu'ils n'avaient pas une position bien définie. Est-ce qu'ils se joindraient à l'initiative de coopération des pays d'amont? Et il semble qu'entre-temps, ils l'aient rejointe. En tout cas, qu'ils y soient plus favorables. Donc, deuxième incertitude née en 2011. Et puis la troisième, donc, qui est moins soulignée, c'est que donc, il y a eu en 2011 6 États qui ont ratifié un accord cadre justement visant à la coopération au niveau du bassin du Nil. Donc, c'est le produit d'une longue évolution de projets de coopération qui est né autour de l'initiative du bassin du Nil, visant donc à associer les différents États dans des projets de coopération autour des principes du droit international, privilégiant l'usage équitable et raisonnable des ressources des fleuves internationaux. On en reparlera. Et donc, il y a eu un accord cadre qui a été proposé à Khartoum en 2008. Et en 2010, il y a eu également une signature d'un accord à Entebbe, donc en Ouganda. Et bien sûr, l'Égypte et le Soudan qui ne l'ont pas signé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi 2011 est important, parce qu'il y a eu 6 États à ce moment-là, dont le Burundi, donc le dernier, qui l'a signé. Et ça, juridiquement, on considère que c'est à partir du moment où il y en a 6 qui l'ont ratifié que sa mise en œuvre devient possible. Donc de cet accord de coopération, mais mais qui pour l'instant ne comprend pas les pays d'Égypte et du Soudan. Mais en tout cas, c'est une menace, une espèce de Damoclès qui pèse sur la tête de l'Égypte et du Soudan, et qui montre bien évidemment cette montée en puissance des États d'amont. Donc 2011, c'est le tournant, même si donc, ces événements étaient en germe depuis de nombreuses années. La naissance du Sud-Soudan, ça fait plusieurs années qu'elle était envisagée. Les révoltes en Égypte, il y avait des signes avant-coureurs. Et puis, donc, également, la ratification de cet accord de coopération autour du Nil. Là aussi, on pouvait se douter que les pays d'amont feraient bloc. Donc, qu'est-ce qu'on voit apparaître? C'est donc une dialectique entre les pays d'amont et les pays d'aval. Donc ça, c'est propre à de très nombreux bassins dans le monde. Donc, c'est pas propre au bassin du Nil. Et en général, qu'est-ce qui se passe? C'est que les pays qui sont situés en aval, donc en bas du bassin, qui accueillent les eaux, qui n'en sont pas à la source, eh bien, ces pays donc situés en aval sont en général assez inquiets, bien évidemment, de la position des pays d'amont. Et ils ont donc une position plus conservatrice. Donc on le voit au niveau du bassin du Nil, on le voit au niveau du bassin du Jourdain, puisque le pays finalement d'aval principal, c'est Israël, puisqu'il accueille
il reçoit les eaux issues du Jourdain, donc principalement du Liban, de la Syrie, et puis il reçoit, ce qui est plus ignoré, des ressources en eau palestiniennes qui proviennent des aquifères ou des nappes souterraines situées au niveau de la Cisjordanie. Donc c'est essentiellement un pays d'aval, d'où sa position aujourd'hui qui est plutôt conservatrice et pas conciliatrice, parce qu'il craint qu'une modification du statu quo lui soit défavorable. C'est exactement la même chose pour l'Égypte. En revanche, non loin de là, donc le bassin, des bassins du Tigre et de l'Euphrate, on a là un trio d'États avec cette fois-ci en amont la Turquie, donc qui est le château d'eau un peu régional, et Syrie et Irak qui sont en aval. Là, en revanche, on voit que même s'il y a de fortes tensions, on a abouti quand même à des accords, on a signé des traités et qui aujourd'hui sont un peu difficiles à mettre en œuvre étant donné les tensions qu'on observe, mais qui étaient globalement, avec certes des manquements à la règle, respectés. En tout cas, il y avait donc cet accord, même si la Turquie est très, très conservatrice, notamment au niveau du droit international. Mais c'était plus facile, puisqu'évidemment, elle contrôle finalement l'acheminement en eau, donc elle était plus encline à faire des concessions. Donc une dialectique amont-aval, en l'occurrence, qui rend difficile la situation de coopération, en particulier de la part de l'Égypte, parce qu'elle est en aval, parce qu'elle est la principale puissance économique du bassin, militaire, politique, même si tous ces facteurs sont aujourd'hui à relativiser, mais c'est un élément de crispation supplémentaire. D'ailleurs, on peut parler peut-être de la fin de l'hydro-hégémonie égyptienne. Donc on utilise souvent ce concept en droit, en tout cas en sciences politiques, ou en hydropolitique, donc quand on parle de ce sujet. Donc l'hydro-hégémonie, c'est quoi? C'est un État qui est finalement suffisamment puissant pour imposer sa loi à d'autres pays d'un bassin sans forcément avoir recours à la force armée. Donc c'est ce qu'on observe en Turquie. La Turquie est un pays hydro-hégémonique, puisqu'il avait suffi qu'en 98, notamment avec la Syrie, qu'ils invoquent la menace, de couper un peu le réservoir, en tout cas de moins approvisionner la Syrie située en aval, et aussi parce qu'ils avaient placé des troupes militaires à la frontière pour que la Syrie rompe son soutien aux Kurdes et expulse Öcalan. On le voit au bassin du Jourdain, hydro-hégémonie bien sûr d'Israël, où il suffit que, situation que Pierre connaît très bien au Liban, qu'ils annoncent qu'ils vont mettre en place des représailles si des barrages étaient construits autour du Litani pour qu'immédiatement les projets soient arrêtés. Donc sans avoir, encore une fois, un recours direct à la force armée, mais par la seule force de la menace. Et cette hydro-hégémonie, aujourd'hui, de l'Égypte, eh bien, elle fait de plus en plus défaut. Avant, il suffisait que l'Égypte annonce qu'elle allait effectivement s'en prendre à des pays comme l'Éthiopie ou d'autres pour qu'immédiatement ils rentrent dans le rang. Mais voilà, la situation a évolué. D'un côté, ils se sont un peu renforcés et l'Égypte s'est affaiblie. Donc peut-être la fin de l'hydro-hégémonie, mais peut-être pas la fin de l'hydro-nationalisme dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on peut se demander s'il n'y a pas donc une fuite en avant finalement du pouvoir égyptien, parce qu'il menace, mais concrètement, qu'est-ce qu'il propose comme solution? Donc ils veulent maintenir un statu quo qui est intenable, et pour cela, et donc ils ont recours à une phraséologie martiale assez agressive, qui est aussi propre à satisfaire la population. Une population qui aujourd'hui est inquiète pour son avenir, puisqu'on a un contexte de déstabilisation politique, et c'est un thème qui est susceptible donc d'unifier la population égyptienne autour de ses dirigeants, surtout que celui qui s'apprête visiblement à prendre le pouvoir est lui-même un militaire qui a priori devra avoir un langage qui soit assez ferme, même si on verra que c'est peut-être une chance. C'est peut-être parce qu'il est un militaire qui pourra avancer vers la coopération. Donc, une dialectique donc amont-aval, la fin de l'hydro-hégémonie égyptienne peut-être, mais pas la fin de l'hydro-nationalisme. Après, je pouvais dire aussi quelques mots, faire le lien donc, entre cette
cet hydronationalisme, en tout cas cette rhétorique assez guerrière, avec la situation du bassin du Jourdain. Il faut savoir que c'est assez ignoré, mais il y a eu des projets de coopération au niveau de l'eau entre l'Égypte et Israël. Donc c'était notamment à l'époque de Sadat. Pourquoi ? Parce que Sadat, donc on le sait, avait fait la paix avec Israël, mais dans les accords de Camp David, il y avait 2 volets. Le premier volet, donc, c'était la restitution du Sinaï contre le traité de paix et de sécurité avec Israël sous supervision américaine, mais il y avait aussi l'autonomie des Palestiniens. Et donc ce deuxième volet des accords de Camp David a totalement été passé à la trappe. Donc le plus important pour les Égyptiens à l'époque, c'était de recouvrer leur souveraineté territoriale, en tout cas les territoires du Sinaï. Et une fois que ça a été signé, ils l'ont un peu oublié, bien sûr, les Israéliens. Donc Sadat, à l'époque, a voulu montrer qu'il n'oubliait pas les Palestiniens, et donc il avait envisagé d'acheminer de l'eau du Nil vers notamment Jérusalem, pour en faire bénéficier les Palestiniens. Et de leur côté, les Israéliens étaient potentiellement intéressés par un projet de coopération sur l'eau, puisqu'ils avaient à l'époque une situation pas critique, mais assez difficile sur l'eau. Aujourd'hui, elle l'est tout de même un peu moins grâce au projet technologique. Donc, ce projet de coopération sur l'eau entre l'Égypte et Israël est revenu de façon récurrente depuis au cours des dernières décennies, et à chaque fois, donc, il y a eu tout un débat en Égypte. Est-ce qu'il fallait coopérer, y compris sur l'eau, avec Israël? Et donc, il était de bon ton de mettre un peu en épingle la situation autour du Nil, pour dire qu'on n'était pas prêt finalement à céder de l'eau aux Israéliens, malgré les pressions qu'il pouvait y avoir, et le jeu israélien qui est souvent associé à la question du Nil, donc ce qui est fait souvent méconnu, à savoir qu'il serait derrière les ambitions, notamment éthiopiennes. Alors on reparle de l'affaire des Falachas, toutes ces choses-là. Et bien sûr, la naissance du Sud-Soudan, qui aurait été également favorisée par les lobbies pro-israéliens aux États-Unis, les mêmes qui étaient déjà impliqués dans la question du Darfour, et qu'en réalité, il s'agissait moins de favoriser la création d'un nouvel État, éventuellement démocratique, mais plutôt de déstabiliser des pays qui constituaient une menace pour Israël. Maintenant, la question qu'on peut se poser, donc, c'est est-ce que le droit international peut être une solution, puisque finalement l'initiative du bassin du Nil, dont on a parlé tout à l'heure, qui reste globalement assez non opérationnelle. Pourquoi ? Parce qu'elle exigerait l'implication de l'Égypte et du Soudan, alors qu'aujourd'hui, même s'ils sont membres, ils boycottent souvent les réunions les plus importantes. Donc ils sont là plus comme des observateurs pour voir ce qui se passe, mais ils ont tendance à freiner toute initiative réelle de coopération. Mais il faut savoir que l'accord cadre dont j'ai parlé tout à l'heure et les principes qui régissent finalement l'initiative de bassin du Nil sont inspirés du droit international. Donc, le droit international, il y a une convention importante qui est dite de New York, qui a été signée en 1997 sur le droit des ressources en eau internationales, mais pas liée qui ne concerne pas la navigation des fleuves. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle épée de Damoclès sur la tête égyptienne finalement, c'est que pour qu'elle entre en vigueur, il faut 35 ratifications. Et il y en a 34. Alors, certes, c'est ouvert à la ratification depuis très longtemps, donc on voit que c'est au compte-gouttes, comme on dit, mais ça avance, hein, et on peut penser probablement que d'ici 1 an ou 2, il y aura les 35 ratifications. Alors certes, c'est pas parce que cette convention, dont les principes qui privilégient essentiellement une utilisation équitable et raisonnable, une information préalable d'information des différents partenaires du bassin et aussi une obligation de coopération, c'est pas parce que cette convention internationale va donc entrer en vigueur que ça changera grand-chose, parce que après, il faut qu'il y ait des pressions pour sanctionner les États, bien évidemment, qui ne respecteraient pas. Et la plupart des États, d'ailleurs, du bassin du Nil, en tout cas plusieurs États, eux-mêmes ne l'ont pas ratifié. À la différence, d'ailleurs, des États du bassin du Jourdain, où, à l'exception d'Israël, tous les voisins d'Israël ont ratifié cette convention de New York,
parce qu'ils ont bien compris que c'était pour eux un moyen de faire pression sur l'État hébreu. Donc, néanmoins, il y a quand même un intérêt, lorsqu'elle va entrer en vigueur, c'est que l'Égypte va se retrouver encore plus isolée d'un point de vue juridique. Elle ne pourra plus mettre en avant ce qu'on avait dit tout à l'heure, les droits historiques, qui ne sont pas d'ailleurs reconnus véritablement au point de vue droit international. C'est plutôt de la doctrine, mais ce n'est pas véritablement reconnu par une convention d'hypothétiques donc droits historiques qui sont en plus contestables, parce que, comme on l'a souligné, lorsqu'il y a eu l'accord égypto-soudanais de 59 sur le partage des eaux du Nil, eh bien, l'Éthiopie et d'autres pays n'ont pas du tout été consultés. Et l'Éthiopie, comme l'avait dit Habib tout à l'heure, a contesté auprès de l'ONU cet unilatéralisme, mais il n'y a pas eu de suite. Donc, le droit international, il y a une pression de plus en plus importante qui vient et qui risque d'être un élément supplémentaire en défaveur de l'Égypte. Alors, après, on peut se poser la question autrement et se dire, est-ce que finalement, ces tensions qu'on observe autour du Nil donc, ne sont pas une chance pour la région et pour l'Égypte? Est-ce qu'elle ne va pas pouvoir repenser son modèle de développement hydro-agricole? Donc, on pourra en parler avec Habib. C'est peut-être donc une occasion justement de le repenser pour avoir une gestion peut-être plus efficiente des ressources. Ça, c'est un premier point. Et puis, deuxièmement, pour l'Égypte, donc c'est l'occasion aussi de montrer qu'elle peut être un pays coopératif et pas uniquement un pays qui bloque systématiquement toute initiative. Mais il faudrait qu'il y ait un accord gagnant-gagnant, comme on dit, parce que dans la négociation internationale, s'il y en a un qui a l'impression qu'il va être perdant, alors il n'y a jamais de négociation et jamais d'accord. Donc il faudrait qu'on construise quelque chose de façon assez habile, et on peut imaginer des institutions internationales qui viendraient soutenir un projet. Ça pourrait être, pourquoi pas, de l'hydroélectricité éthiopienne, qui pourrait être proposée aux autres pays. Mais en tout cas, on voit là que l'Égypte, finalement, de mon point de vue, a plutôt une politique d'arrière-garde. En tout cas, elle n'a pas fait du tout de prospective, comme on dit. C'était vraiment le maintien du statu quo, point à la ligne. Et on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de débat réel en Égypte. Donc là, ils peuvent continuer à nier la réalité, donc à savoir les besoins croissants des pays d'amont. Mais il y a un moment où le couperet tombera. Et ça nous amène à nous poser la question, finalement, du conflit. Est-ce que les guerres, entre guillemets, si souvent annoncées autour de la ressource, en particulier au niveau du Nil, est-ce qu'elles vont se concrétiser? Bien, encore une fois, s'il y a guerre, bon, c'est peut-être la guerre des mots, mais une guerre conventionnelle, c'est-à-dire que l'Égypte envoie des hommes, une armée, des avions contre l'Éthiopie. Alors déjà, ce serait totalement contre-productif en termes d'image. Donc il y a vraiment un risque qu'elle se coupe d'un certain nombre de bailleurs de fonds. Donc c'est un premier élément. Deuxième élément, il n'est pas certain que ça fonctionne parce qu'aujourd'hui, l'Éthiopie est plus forte qu'elle ne l'était avant. Troisième élément, ça coûtera aussi pas mal d'argent, parce qu'aujourd'hui, une guerre, on le sait, c'est quand même des milliards de dollars qui sont mobilisés. On l'a vu dans les conflits du Proche-Orient. Donc, peut-être que la coopération, même si elle doit avoir une part un peu moindre au niveau des eaux du Nil, serait plus intéressante. Donc, les guerres aujourd'hui, vraiment, on peut s'interroger. En revanche, c'est vrai qu'il y a un état latent de tension, mais la tension ne veut pas forcément, ou le conflit ne veut pas dire forcément la guerre. Donc le conflit, ça peut être un conflit juridique, ça peut être un conflit politique, un conflit économique. Mais dire que ça va se transformer en guerre conventionnelle, on peut s'interroger, se dire que si la paix semble difficile, la guerre est peut-être impossible. Donc il faut rester assez prudent, et c'est souvent des théories assez sensationnalistes véhiculées par certains médias pour faire de l'audience, parce que c'est vrai que c'est un thème qui est assez mobilisateur, mais au final, il y avait eu des travaux qui ont été faits par l'UNESCO notamment, et il n'y a jamais eu véritablement de guerre de l'eau. Quand on regarde dans la région,
L'eau, s'il y a eu guerre, en tout cas quand on associe les deux, la guerre n'est pas pour l'eau en elle-même. Elle est en revanche un facteur périphérique. Elle peut être une arme lorsqu'on détruit par exemple un barrage, elle peut être un catalyseur de tension ou elle peut être un prétexte. Mais de là à dire qu'on va faire une guerre pour l'eau, c'était peut-être vrai il y a quelques décennies, d'abord pour l'Égypte parce qu'elle était plus puissante, ça a été vrai même pour Israël, qui à une époque avait un besoin crucial d'eau pour construire le nouvel État qui était né sur les décombres de la Palestine mandataire. Mais aujourd'hui, l'Israélien, s'il se lance dans une guerre pour l'eau, ce sera plus un prétexte, à mon sens, que pour l'eau en elle-même, puisqu'on a parlé des progrès technologiques et aussi du coût que ça représente. La guerre, par exemple, de 2006 entre le Hezbollah et la guerre de 33 jours, l'ouvrage auquel tu avais participé, donc avait coûté plus de 3 milliards de dollars pour les Israéliens. Avec tous les effets induits notamment. Donc, avec 3 milliards de dollars, vous imaginez tout ce qu'on peut faire en termes d'eau, surtout pour un si petit pays ou un si petit bassin que le Jourdain. Donc, voilà, c'était quelques réflexions concernant l'évolution géopolitique majeure de 2011, cette dialectique d'amont-aval qui est en train de se modifier, et aussi les perspectives offertes par le droit international et aussi par la possibilité pour l'Égypte de modifier donc, son paradigme hydro-agricole. Merci Pierre. Merci Pierre, je ne sais pas si on m'entend, peu importe. Merci d'avoir resitué ça dans le contexte régional. On voit bien qu'on retrouve toujours la même structure de conflit et avant tout que c'est le rapport de force qui accroît l'accès à l'eau dans la réalité, plus que la position en amont, en aval, du reste. Et on voit aussi dans cette dialectique sur le Nil, mais aussi dans d'autres bassins, qu'à des arguments historiques s'opposent des arguments géographiques. Et on n'en sort pas en l'absence d'un droit international qui n'existe pas dans les faits. Et à supposer qu'il existe un jour, quid des pays qui ne sont pas signataires? On voit qu'il y a d'autres traités, je ne suis pas juriste, mais il y a d'autres traités qui ne sont pas, qui n'entrent pas en ligne de compte dès lors qu'un pays n'est pas signataire. Bon, une petite question et après il y aura un débat. Tu pourras réagir après en fonction des questions aussi. Une petite question, c'est plutôt une petite précision, parce que tu parles de l'audace nouvelle des pays d'amont depuis le printemps 2011, et même avant, ça vient de plus loin, mais l'Éthiopie s'étant affirmée dans un contexte de fragilisation de l'Égypte, on n'y revient pas. Peut-être un petit ajout dans la montée des tensions. Quid de la question du barrage de la Renaissance? Donc, est-ce que tu peux nous dire en une minute ce projet de la Renaissance, quelle est la dévolution des eaux du barrage en termes énergétiques, irrigation? Est-ce que tu peux nous dire où on en est concrètement de ce barrage ou avec Habib? Moi, je peux aussi, mais bon. Parce que je crois que c'est important. On est à un moment où il y a ce barrage, ce projet qui contribue à attiser les tensions. C'est un barrage donc énorme, le plus grand qu'a jamais construit l'Éthiopie, donc sur le Nil bleu, comme on dit. Il a plusieurs objectifs. C'est vrai qu'il y a un potentiel d'hydroélectricité. Il faut savoir aussi que donc, la population, comme on l'a dit, éthiopienne augmente de façon massive, donc il faut la nourrir. Et puis, on en reparlera, il y a aussi les terres... Pardon ? Le Soudan, tout à fait. Et donc, du point de vue éthiopien, ça sert les intérêts de l'Éthiopie, mais aussi des voisins. Et puis, donc, il y a aussi, on en reparlera peut-être avec Habib, on l'a abordé tout à l'heure à RFI, la location de terres, comme on dit, et la souveraineté, entre guillemets, alimentaire. Donc, là aussi, toutes ces terres qui sont exploitées par d'autres pays, il faut pouvoir les irriguer. Et c'est un élément parmi d'autres, mais qui rentre en ligne de compte dans la construction de ce barrage. Sachant que l'accaparement foncier en Éthiopie ne concerne pas exclusivement le bassin du Nil, mais d'autres régions, Gambela par exemple. Je ne connais pas trop. Mais on a du mal à mesurer d'ailleurs cette question, alors peut-être une réaction. Et puis enfin, je vais vous passer la parole. Tu peux réagir.
compléter. Alors, je fais passer un micro, celui-ci. Juste pour compléter une information, le barrage de la Renaissance, il est situé à peu près à une trentaine de kilomètres des frontières soudanaises. Du coup, c'est un peu au début d'une... C'est pas vraiment une plaine, mais enfin un territoire un peu plus plat que la partie amont et qui est potentiellement cultivable. Il y a des terres, des projets agricoles intensifs qui sont prévus au sud, enfin en aval du barrage de la Renaissance, notamment destinés aux accapareurs de terre, donc land grabbing, les gens, les sociétés et les États de l'extérieur qui viennent, qui louent, qui achètent des terres. Bon, il y a certaines. Et puis ce qu'on ne dit pas souvent, parce que ça explique aussi une partie de la position du Soudan, c'est que il y aura de l'eau d'irrigation qui sera envoyée à partir du barrage de la Renaissance aux Soudanais pour justement les mêmes projets. Les Soudanais aussi veulent louer des terres et enfin louer à des accapareurs, leur vendre ou leur louer des terres qu'ils mettront en culture. Donc il y a des grands projets agricoles, des grands projets d'irrigation. Deux choses, deux détails. Le premier, c'est qu'on est en train de déplacer des villageois paysans qui sont aujourd'hui encore, pour une partie, d'autres ont déjà dégagé, en train de déplacer de force. Les Éthiopiens l'ont fait le font depuis les années 80, et ça continue. Des villageois situés en aval du barrage. La partie, et il y a un grand mouvement paysan soutenu notamment internationalement qui bouge, qui s'active, qui essaie de résister. Mais enfin, quand c'est l'État éthiopien qui le fait, en général, les villages sont balayés en quelques heures. Et puis, l'autre précision, mais celle-là, ça va exactement dans le même sens, c'est que c'est vrai que l'Éthiopie, on peut dire qu'elle n'a pas directement besoin des eaux du barrage de la Renaissance. Mais parce que bon, c'est très difficile d'envoyer de l'eau en amont comme ça, une fois récupérée dans un barrage, et la renvoyer sous pression. Il faudrait beaucoup plus d'énergie que le barrage peut produire pour envoyer de l'eau de la Renaissance vers Addis Abeba. Bon. Mais il y a un phénomène de compensation. Il y a une politique de compensation. Du coup, on n'a plus besoin de l'eau qu'on prenait dans tel village. On la laisse aux producteurs locaux, aux consommateurs locaux. Et nous, on va prendre de l'eau là où on peut la prendre, au niveau du barrage de la Renaissance. Donc, il y a une redistribution de la ressource hydraulique qui est encore une fois essentiellement destinée aux grabbeurs, si je peux dire, aux accapareurs de terre, parce que c'est vraiment l'axe central de la politique agricole et alimentaire aujourd'hui. En Éthiopie, le Soudan a envie de s'y lancer, et l'Égypte n'a pas le moyen de se louer ses propres terres, mais par contre, les Égyptiens accaparent des terres un peu partout en Afrique, et notamment au Soudan et en Éthiopie.